Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre journée, votre première journée de week-end se passe bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture du jour et aujourd'hui c'est le jour de la lecture engagée. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début du confinement, je vous ai lu un extrait d'un livre de Mona Chollet qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes, que vous aviez d'ailleurs adoré. J'avais eu plein de petits mots et je vous remercie infiniment pour tout ça. Donc j'ai décidé de vous lire un extrait d'un autre de ses ouvrages qui est tout aussi intéressant, un peu plus complexe et un peu plus spécifique. Ça va être celui-ci, donc Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine de Mona Chollet. Donc j'espère que cette lecture vous plaira et vous donnera envie d'en savoir plus. Ce livre est vraiment intéressant et ça vaut le détour. Il est pas évident. C'est pas quelque chose qui se lit comme ça dans la foulée, mais par contre il est vraiment instructif, donc je vous invite à le découvrir. Donc je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve tout à l'heure. Une femme disparaît, l'obsession de la minceur, un désordre culturel. Née et élevée en Australie, où elle a été mannequin dès l'âge de 12 ans, Portia de Rossi décroche en 1998 un rôle dans la série américaine Ally McBeal. Elle a alors 25 ans. Depuis l'adolescence, elle alterne les phases de boulimie, après lesquelles elle se fait vomir et avale des laxatifs, et les périodes de régime draconien, au cours desquelles elle s'affame, parfois en prenant des coupes-faim. Avec le degré d'exposition auquel elle est soumise à partir du moment où elle apparaît dans un feuilleton très populaire, son désordre alimentaire prend un tour encore plus dramatique. Elle ne s'autorise plus que de minuscules portions de nourriture, méticuleusement calculées, pesées et conditionnées à l'avance dans des récipients en plastique, essentiellement du yaourt et du thon, qu'elle mange avec des baguettes afin de mieux contrôler la quantité qu'elle ingère. Il finit par ne plus y avoir dans sa vie, en tout et pour tout, que 7 aliments: dinde, laitue, thon, flocons d'avoine, myrtille, blanc d'œuf et yaourt. Parallèlement, elle devient obsédée par l'exercice physique, au point de ne plus supporter les positions assises et couchées. Elle installe une télévision devant son tapis de course pour ne pas devoir rester immobile en regardant un film. Être allongée dans son lit la nuit devient une torture. Elle est hantée par la vision du gras en train de s'installer. Au petit matin, à peine consciente, elle compte les calories assimilées et dépensées la veille, et remue ses pieds pour recommencer à en brûler avant même d'être levée. Un jour où elle sanglote de désespoir après s'être laissée aller à consommer 6 portions de yaourt d'un coup, elle se surprend à se demander combien de calories elle brûle en sanglotant. Conduire jusqu'au studio ou même se rendre à son cours de pilates est une épreuve qui l'amène au bord de la suffocation. Elle arrête régulièrement sa voiture pour faire le tour du pâté de maison en courant. Au cours d'un repas de fête, alors qu'elle est rentrée en Australie pour Noël, un événement auquel elle s'est préparée en réduisant une fois de plus son apport journalier en calories, afin que sa réussite à Hollywood soit encore plus éclatante aux yeux de son entourage, elle accepte, sur l'insistance de sa famille, que sa maigreur inquiète, d'avaler quelques pommes de terre. Un peu plus tard, devant ses proches médusés, elle se met à agiter frénétiquement bras et jambes, terrifiée par ce qu'elle a fait. Quand elle n'est pas trop affamée pour réussir à s'endormir, elle rêve d'aliments dont elle se prive. Une nuit, elle rêve qu'elle boit un Coca-Cola normal, et le choc d'avoir avalé accidentellement du vrai sucre la réveille en sursaut. Elle doit se rendre à l'évidence: j'avais peur de la nourriture. En 2001, elle part au Canada tourner un film dans lequel elle a décroché le premier rôle principal de sa carrière. Dans une valise spéciale, elle emporte sa balance de cuisine, sa balance de salle de bain, 10 sprays d'un produit appelé I Can Believe It's Not Butter, je ne peux pas croire que ce n'est pas du beurre, un carton de sachets d'édulcorants, 20 boîtes de thon, 40 paquets de flocons d'avoine, un mélange d'herbes et d'épices sans sel, du chewing-gum et une cartouche de cigarettes. À ce moment, elle pèse 37 kilos. Elle n'a plus de règles depuis plus d'1 an. Elle est dans un état si grave qu'au moindre mouvement, elle ressent d'horribles douleurs dans les articulations. La nuit, elle ne trouve pas le sommeil, car toutes les positions la font souffrir. Tourner un film d'action dans ces conditions relève du martyre. Elle finit par s'évanouir sur le plateau. Les examens médicaux réalisés après ce malaise sont sans appel. Si elle veut rester en vie, elle doit se remettre à manger d'urgence. Elle entreprend alors de se soigner. En 2010, elle publie son autobiographie, dont le titre « Unbearable Lightness », une insupportable légèreté, fait écho à celui du livre majeur de Suzanne Bordeaux sur les désordres alimentaires, « Unbearable Weight », un poids insupportable. Son récit est particulièrement riche car il retrace un parcours semblable à celui de millions de femmes anonymes, tout en se déroulant en même temps dans cette grande matrice des normes culturelles que constitue Hollywood. Le discours dominant invite à ne voir dans l'anorexie qu'une pathologie individuelle et à n'en rechercher les causes que dans le parcours personnel de celle qui en souffre.
S'agissant de Portia de Rossi, par exemple, il serait facile d'invoquer, outre une simple névrose d'actrice, la mort précoce de son père ou encore son incapacité à assumer son homosexualité. De fait, toute interprétation qui ose établir un lien avec la condition féminine contemporaine est même frappée d'interdit. D'abord parce qu'elle implique une généralisation, or notre époque est allergique à la généralisation, et partant à la critique sociale, puisqu'il ne peut y avoir de critique sociale sans un minimum de généralisation. Cette réprobation, comme celle qu'il est de bon ton de manifester à l'égard de ce qu'on qualifie de victimisation, empêche l'identification d'une situation d'oppression, identification qui constitue pourtant un préalable indispensable à toute démarche de libération. Elle nous projette, comme l'observe Suzanne Bordeaux, dans un univers entièrement peuplé de contre-exemples. Tout propos féministe se voit ainsi disqualifié au motif qu'il y a aussi des hommes qui sont battus, prostitués, violés, etc. Dans le cas qui nous occupe également, on compte environ 10% d'hommes parmi les malades souffrant d'anorexie, ce qui fait tout de même 90% de femmes. Cet argument est cependant inepte. Les inégalités de genre sont, comme leur nom l'indique, une construction sociale, culturelle. Elles ne recoupent pas strictement une différence biologique. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait une marge de flottement. La honte supplémentaire qui frappe les hommes battus ou violés dit assez, d'ailleurs, qu'ils se sont retrouvés dans une position féminine. Lier l'anorexie à la condition des femmes en général est aussi perçu comme une insulte à celles qui en souffrent. On est accusé de ramener une maladie sérieuse à un phénomène frivole, superficiel. Le titre d'un témoignage en forme de protestation paru sur le site rue 89 l'exprime bien. Je ne veux pas être comme Kate Moss, je suis anorexique. Sa jeune auteure insiste sur la gravité de son état. Les troubles des conduites alimentaires sont des psychopathologies qui nécessitent un lourd suivi médical, pas une fantaisie d'ado assujettie aux diktats de la mode. Incontestablement, il est problématique de les résumer à cela. Naomi Wolf, dans The Beauty Myth, opère une transposition saisissante. Elle imagine ce qui se passerait si l'anorexie touchait non pas les jeunes filles, mais les jeunes hommes, dont certains parmi les plus brillants et les plus prometteurs d'Amérique. Elle parie qu'une affection frappant entre 5 et 10% d'entre eux ayant le taux de mortalité le plus élevé parmi les maladies psychiques ferait la couverture de Time au lieu d'être reléguée dans les pages mode. Le problème toutefois n'est pas tant de relier l'anorexie à la mode que de le faire dans l'intention de la minorer. C'est Bordeaux qui le note. On prétend que les désordres alimentaires seraient une affaire entre les images médiatiques et les femmes, ou une affaire de femmes entre elles, et que le reste de la société n'y serait pas impliqué, ce qui dénote une double erreur. D'abord, la mode, la publicité, le showbiz ne représentent pas une sphère à part, peuplée de gens extravagants et capricieux, porteurs de valeurs qui n'engageraient qu'eux-mêmes. Il faut plutôt les voir comme une caisse de résonance. Ils captent la vision que la société se fait des femmes et l'amplifient en retour. Mais surtout, l'anorexie découle d'une conception du corps héritée de la philosophie grecque, puis chrétienne, une conception dont la société tout entière est imprégnée. Seul un préjugé misogyne et condescendant empêche d'admettre qu'une jeune femme puisse partager la vision et l'idéal de vénérables penseurs barbus. Exister sans corps. Le dualisme occidental a fait du corps un objet de répulsion, étranger au vrai soi, une prison, un ennemi dont il faut se méfier, le siège de pulsions et de besoins susceptibles de mettre en échec la volonté de son propriétaire. Il s'agit donc de le transcender, de faire taire ses instincts, d'avoir le dessus sur lui, de montrer qui est le patron, dit Bordeaux. Et en effet, Portia da Rossi, au cours d'une phase où elle n'arrive pas à descendre en dessous des 59 kilos, déplore que son corps est toujours le dernier mot. Elle pense qu'il la hait, formule révélatrice de cette dissociation que l'anorexie pousse à son comble. Lorsqu'elle parvient tout de même à atteindre un poids inférieur, elle se réjouit à l'idée de donner à sa mère, lorsqu'elle rentrera en Australie, l'image d'une fille déterminée, en contrôle de sa vie, et de lui montrer qu'elle a vaincu le démon. La déclaration fameuse de Kate Moss, « Rien n'est aussi bon que la minceur, nothing tasted as good as skinny feels », désormais brodée sur des t-shirts que l'on peut acheter en ligne, laisse deviner la même ivresse du contrôle. Le top modèle anglais exprimait par là un idéal plus spirituel qu'esthétique. Ce que l'on convoite lorsqu'on veut ressembler à Kate Moss, ce n'est pas tant son aspect physique que la force de caractère supérieure qu'on y voit inscrite. De même, Karl Lagerfeld résumait le débat sur les mensurations dans la mode à de grosses bonnes femmes assises avec leur paquet de chips devant la télévision qui disent que les mannequins minces sont hideux. Portia de Rossi s'aperçoit qu'elle associe la minceur à des valeurs morales. Rendant visite à sa nutritionniste, qui est évidemment d'une sveltesse exemplaire, elle est surprise de trouver un intérieur en désordre. Et elle se souvient de ce qu'elle avait répondu en cours d'histoire de l'art au professeur qui lui demandait d'expliquer pourquoi elle n'aimait pas Kandinsky. Il peint comme quelqu'un de gros. Elle préférait Mondrian.
Elle est soulagée de voir disparaître les rappels d'une animalité qui lui fait horreur. Plus de règles, plus de sueur, plus d'odeur corporelle. En somme, elle ne fait que poursuivre au péril de sa vie un fantasme absurde, mais aussi vieux que notre civilisation, celui d'exister sans corps. Ce prestige de l'ascèse est si profondément ancré que même si l'on s'efforce de repérer ses manifestations, il peut nous arriver de succomber à son attrait sans même nous en apercevoir. Pour ma part, je ne l'aurais jamais décelé chez un écrivain que je vénère, le Suisse Nicolas Bouvier, 1929-1998, auteur de L'usage du monde et d'autres inoubliables récits de voyage. Si un article de revue n'avait pas attiré mon attention sur cette dimension de son œuvre, Mathilde Gégou l'y montre aux prises avec les effets de son éducation dont il était très conscient et qu'il combattait de son mieux. Il disait avoir trouvé dans son berceau une pudibonderie pas tant calvinienne que victorienne, car il était issu d'une vieille famille genevoise très anglophile. Toute sa vitalité, sa sensualité et son intelligence n'auront pas suffi à venir au bout de sa répudiation du corps, sans doute parce que c'était impossible. Gégou relève son goût pour les images de vol, d'élévation, d'évanescence, les ascensions, les escalades, les flocons de neige, la fumée tourbillonnant dans le ciel, les spectres. On entend autrement, après l'avoir lu, les termes qui reviennent sous sa plume pour décrire les vertus du voyage. Il se délecte d'en ressortir élimé, poli, rompu, rincé, étrillé, essoré. Elle observe ce qu'il semble attendre de l'expérience. Quelque chose, le corps du voyageur ou celui du monde, disparaît et le plaisir réside dans cette soustraction. Bouvier se rêve, dans l'un de ses poèmes, plus léger que boule de charbon. Or, remarque-t-elle, ce désir d'un corps éthéré est difficilement réalisable. Jusqu'alors, je n'avais vu, dans tout cela, qu'un très beau répertoire d'images, et non l'expression d'un conditionnement culturel particulier. De quoi mesurer le travail qu'il faudra accomplir pour donner forme à un idéal qui n'implique pas de s'affranchir de l'incarnation. Que l'on compare seulement le traitement réservé au corps chez Bouvier et chez Annie Leclerc dans son éloge de la nage. L'eau est contente de moi. Elle promet l'autre façon d'être en vie, plus immédiate et mieux accordée. En elle, je me sens bien, large et longue, musclée, efficace, vivante. J'entre en fétale souveraineté d'être par elle aimée, et mieux qu'aimée, approuvée. Organique louange de celle qui m'accueille, j'y tête l'orgueil simple de vivre. Les désordres alimentaires ne peuvent évidemment apparaître que dans des contextes où la pénurie ne menace pas. Il faut qu'il soit possible d'abuser de la nourriture comme de la dédaigner. L'anorexie a explosé au cours des années 1980 et 1990 au sein des classes moyennes américaines et depuis, elle n'a cessé de s'étendre, dit Naomi Wolf, à la fois vers l'Est et sur toute l'échelle sociale. Elle reflète, après le mépris de la chair, un autre trait de l'Occident moderne, la collision entre les rôles de producteur et de consommateur que chacun est sommé de jouer tour à tour et qui exige des dispositions mentales antagonistes. L'anorexie, avant Suzanne Bordeaux, est du côté de l'éthique du travail et de ses valeurs de mortification, d'effort, de sacrifice, de dureté envers soi-même, d'exigence sans limite, tandis que la boulimie représenterait un abandon sans frein à la condition de consommateur, indulgence, gratification, réconfort, satisfaction immédiate de tous les désirs. Un épisode de l'autobiographie de Portia de Rossi la montre se débattant précisément dans cette contradiction. Un matin, alors qu'elle doit se rendre à une séance de photos pour une publicité L'Oréal, elle fait une crise de panique. Cette collaboration est en train de tourner au fiasco. Elle lance à voix haute devant sa glace, puis répète tout au long de ses préparatifs, en imitant le ton dont les mannequins la prononcent à la télévision. « Because you're not worth it » parce que tu n'en vaux pas la peine. Inversion du slogan de la marque, parce que je le vaux bien. Devenue célèbre pour avoir exprimé la quintessence de la philosophie consumériste, elle finit par sortir de chez elle, sans s'être autorisée à prendre un petit déjeuner, parce que je n'en valais pas la peine. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Donc j'espère que celle-ci vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus sur cet incroyable ouvrage. Je vous publierai, j'ai enregistré également l'introduction de ce livre, donc je vous la publierai bientôt, je pense. Voilà. En tout cas, j'espère que cette lecture vous a plu. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain pour la prochaine lecture. Bonne fin de journée, bye!